Bienvenue dans Aparté, le podcast de l'innovation média. On s'est alors dit, en fait, on va aller créer ces espaces sur les ondes libres que peuvent être les ondes numériques. On aimerait beaucoup que des gens qui, au départ, se voyaient pas forcément devenir auteurs ou autrices, nous retrouvent. On aimerait s'entourer aussi davantage de réalisateurs, de gens qui aiment vraiment bidouiller le son, de techniciens du son. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette semaine, dans Aparté, nous allons parler de podcast et d'une école plutôt originale. J'anime cet épisode avec Jean-Baptiste Diebold dans le studio de Creatis, résidence et accélérateur d'innovation dédié à la culture et aux médias. Bonjour Jean-Baptiste. Salut Marianne Rigaud et bonjour à celles et ceux qui nous écoutent. Bonjour Sarah Lefebvre. Bonjour à tous les deux. Sarah, tu es reporter et documentariste radio depuis 2011 et aussi cofondatrice et coprésidente du collectif Transmission. Transmission, c'est une école de radio libre et gratuite basée à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. On va en reparler. Sarah, toi et moi, on se connaît depuis une dizaine d'années, car nous avons fréquenté la même école de journalisme à Lille. Moi, je suis ton travail radiophonique depuis tout ce temps et je suis très heureuse de t'accueillir au micro. D'habitude, tu es de l'autre côté du micro, mais ça va bien se passer. Ouais, j'espère. Oui, merci beaucoup Sarah d'être l'invitée d'Aparté. Alors Aparté, c'est le podcast proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information, et samsa.fr, la solution formation des médias et des journalistes engagés dans le numérique. Sarah, tu te présentes sur Twitter comme l'oreille de transmission. Et le podcast à la sauce transmission, ça donne justement ça. J'avais envie de le revoir, j'avais envie de le revoir, mais je crois qu'en fait pendant tout le truc j'étais curieuse, tu vois, mais j'avais envie de le revoir. Et puis finalement c'est revu quelques jours plus tard, et je lui ai proposé de venir à la maison. Et donc je lui ai dit que j'hésitais, en fait, je lui ai dit je sais pas, faut que je repasse chez moi, je suis grave fatiguée, demain je bosse, t'habites super loin, enfin genre en vrai c'est galère et tout. Et il me dit mais si tu veux, si c'est ça le problème, je t'appelle un Uber. Alors, moi, quand on me propose des trucs gratuits, je dis oui. Elle accepte, mais elle mentionne déjà qu'elle vient juste dîner et qu'elle voudrait rentrer. Donc je lui dis ça avant de venir par texto, très clairement. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, Sarah ? Alors, c'est une des œuvres de transmission, de la deuxième promotion de transmission, qui s'appelle Tout de suite les grands mots, qui a été réalisée par Nora Benaroche-Orsoni, donc une des stagiaires de transmission. Et cette œuvre a été récompensée au Festival Longueur d'onde à Brest cette année, dans la catégorie Petites ondes. Voilà, donc c'est l'œuvre de la création documentaire 2020. Et c'est la deuxième fois qu'un élève, ou une élève en l'occurrence, parce que c'était 2 femmes à chaque fois, de transmission remporte ce prix-là. Et ça fait 2 ans que Transmission existe. Donc l'école que tu mentionnais, Marianne, basée à Aubervilliers, libre et gratuite, qui tente à évoluer beaucoup, mais je pense qu'on va en reparler de ça. On va en reparler effectivement. L'école Transmission, c'est aussi un collectif que tu as cofondé, que tu coprésides. En quoi ça consiste très concrètement, ces 2 promotions dont tu nous parles ? Alors, en fait, donc moi j'ai cofondé avec Ziad Malouf, Thibaut Delavigne, Charlie Dupuot et Pierre Chaffanjon ce collectif. Donc au départ, la naissance, c'est Ziad Malouf de l'Atelier des médias, qui est aussi formateur chez SEMSA, Thibaut Delavigne, un ancien de Street Press, qui se chargeait du développement de la Street School notamment, et qui est une école, une formation gratuite de journalisme, et qui a décidé de devenir lui aussi auteur de podcasts, de radio, de créations sonores, peu importe comment on les appelle, mais on verra que c'est assez politique tout ça en ce moment. Et donc tous les deux se voient et décident un peu de repenser ce monde de la radio, du son, d'un constat assez clair et finalement très linéaire, de se dire aujourd'hui la radio, c'est des gens qui parlent dans des micros, c'est beaucoup de talks, c'est beaucoup de première personne. Nous, on a envie, avec d'autres gens, de repenser un peu ça. Quand on a eu vent de cette idée avec les autres, on s'est dit, nous aussi, on a envie de rejoindre ce collectif-là, de penser avec vous, effectivement, la création sonore de façon beaucoup plus collective, peut-être
j'aime pas vraiment ce terme à la base, mais plus ambitieuse, en tout cas de se donner les moyens de l'être et de réfléchir tout ça, quoi. Et comment vous êtes passé du collectif à l'école ? Alors justement, l'ambition de départ, c'était pas le collectif, c'était l'école. C'était de se dire, nous, on veut former des gens, on veut ouvrir ce monde de la radio qui est pour le moment très très fermé et reclus. Il y a 2 ans, c'était encore plus le cas, mais sur la Maison Ronde, sur RFI, qui est basée à Issy-les-Moulineaux, Arte Radio, qui est la première plateforme de podcast qui s'appelait pas comme ça, elle-même d'ailleurs à l'époque, en 2002. On passe des filtres, il faut avoir des idées et tout ça, hyper clair au départ, avoir déjà des notions d'écriture radiophonique. Un réseau. Pas forcément pour Arte Radio, on peut avoir une idée, l'envoyer à Sylvain Gire et ensuite c'est lui qui décide ou pas d'y faire entrer quelqu'un, mais en tout cas on trouvait tout ça finalement assez limité, quoi. Et RFI et la maison, donc Radio France, pour le coup le service public de la radio hertzienne à la base, celui-là, il est quasiment inaccessible. Et Marianne, on a fait la même école, la spécialisation radio en 2e année de l'école de journalisme de Lille. On est assez peu nombreux. Et pour sortir de cette 2e année, on passe différents concours, donc celui de Radio France, celui de RFI, ou pas d'ailleurs, parce que c'est le directeur de l'école qui décide de sélectionner un poulain pour passer tel concours, et donc c'est ciblé à chaque fois, quoi, à part pour Radio France où on est plus nombreux. Et en dehors de ces formats finalement aussi très news, etc., et ben, on n'est pas du tout préparé à de la création, et quand bien même on aimerait en faire, c'est hyper dur d'accéder aux programmes de France Inter, de France Culture, quand il reste encore un petit peu de création sur ces ondes-là. Et alors, comment on fait pour entrer à Transmission ? Du coup, on s'est dit, on veut créer cet espace de création un peu plus ouvert, même si avec nos moyens bénévoles, ouvert, c'est-à-dire libre dans la création qu'on a envie de mener. Ça, on va raconter comment dans la méthode. Et gratuit, c'est-à-dire accessible à toutes et tous, sans condition de diplôme, d'âge, etc., etc. Le problème, c'est que c'est spatial, cette affaire, puisqu'on est tous basés sur Paris. Donc, on peut avoir envie d'intégrer Transmission à Marseille, mais ça va coûter un peu plus cher en train. Donc ça, voilà, ça reste les limites humaines du projet. Et donc après, pour la première année, on a lancé, donc c'est très classique dans le recrutement, des appels à candidature sur les réseaux sociaux, puis dans nos réseaux à nous, plus physiques. La première année, on a dû recevoir plus de 300 ou 400 candidatures. Donc, à chaque fois, on devait remplir un questionnaire en ligne avec ce qu'on aime écouter, pourquoi, quelle histoire on aimerait raconter. Du coup, on jaugeait davantage son appétence et sa motivation pour créer que, bien sûr, sa capacité à le faire, puisque ça, nous, on se charge de donner les bases et ensuite de laisser les gens faire, quoi. Et donc, ça donne quel genre de profil et une promo de combien de personnes ? Alors, du coup, après cette grosse sélection écrite, machin, nous, ça nous prend un temps de malade. On fait passer des oraux et à la fin, on s'est dit 20 personnes, c'est plutôt... c'est pas trop peu, mais c'est pas trop non plus pour pouvoir avoir un accompagnement personnalisé de chacun. Et ensuite, ça dure sur 6 mois. Donc, la première année, en 2018, février, jusqu'à juillet pour la création pure. Et ensuite, on terminait chaque œuvre, parce que chaque élève doit réaliser une œuvre pendant ces 6 mois. Et on la faisait écouter au mois de septembre ou octobre. Et donc, en fait, ces 20 élèves-là, on leur donne les bases pour les bases techniques, donc de la prise de son, du montage sur Reaper, logiciel libre, ensuite un petit peu du mixage, de la réalisation, mais ça c'est encore des choses qu'il faut que nous-mêmes on continue à se former, qu'il faut qu'on fasse venir d'autres gens, etc. pour encore plus être encore plus ambitieux sur ce versant-là. C'est un enjeu, d'ailleurs, tu parlais de logiciel libre, c'est un enjeu, le matériel, le prix de tout ça et des logiciels éventuellement. Oui, parce que en fait, rien que le fait de s'équiper en micro, même si on peut en avoir un pour plusieurs, ça sous-entend d'acheter quelque chose, quoi. Et nous, on n'avait pas, en tant que bénévole, au début du projet, c'est marrant, quand on a fait des demandes de subventions, là, au bout d'un an et demi, on nous demande à chaque fois des bilans
qu'est-ce qu'on a dépensé les années précédentes. Et en fait, on n'est pas du tout un modèle qui repose sur l'argent. On n'a fait aucune dépense officielle à part, je sais pas, acheter des pains au chocolat le matin pour nos réunions du samedi et nos cours, quoi. Mais en fait, on n'avait pas de bilan à donner comptable aux gens parce qu'on n'avait pas de dépenses d'argent. Et du coup, effectivement, le micro, par exemple, quel micro choisir, etc. Et en fonction de ses moyens, ça restait effectivement une vraie question, quoi. Vous n'avez peut-être pas de bilan comptable, mais vous avez un beau bilan en termes de création. Il y a eu de belles choses qui sont sorties de la première promotion et de la deuxième promotion. Est-ce que tu peux nous dire un mot ? Quel type d'histoires ont vu le jour grâce à Transmission ? Alors naturellement, dans la première promo, je pense à Kebab Blues, qui, comme tout de suite les grands mots qu'on a écoutés en début d'émission, a été récompensé au festival Longueur d'onde, qui est une histoire assez, somme toute banale au départ, et je pense qu'il y a une très belle leçon de radio qui nous a été donnée par Zoé Perron, qui est autrice et compositrice aussi, ainsi qu'ingé son dans la vie. Et elle a réalisé ce projet, et c'est assez marrant de voir comment il est né, ce projet, parce que au départ, elle était un peu perdue, elle savait pas trop ce qu'elle voulait raconter, elle avait pas trop d'idées d'un projet sur lequel se baser et plusieurs mois et aller au bout, quoi. Et puis elle s'est dit, il y a cette histoire quand même qui m'a marquée avec mes copains, où on était tous assis dans un kebab, et là, il y a une femme qui rentre. Et quelqu'un dans le kebab fait une réflexion à cette femme, qui est une histoire, mais hyper banale, en fait, d'une violence ordinaire, de racisme ordinaire également. Et elle a décidé de raconter cette histoire avec un procédé narratif qui est assez incroyable, basé sur le suspense. Donc on dit jamais les mots que je viens de citer moi. D'ailleurs, j'ai un peu spolié le truc, mais en fait, ça vaut tellement le coup de l'écouter parce que c'est une vraie composition sonore, quoi. Et donc, elle fait comme ça dialoguer tous ses copains qu'elle a interviewés chacun dans leur côté et qui reconstitue toute l'histoire de cette scène-là, des plus ordinaires, mais de façon assez géniale, en fait. Et on va rien révolutionner en termes de narration. En revanche, on a très envie de faire venir au maximum. Tu me demandais qui on recrute. En fait, c'est hyper ouvert. Pour le moment, c'est très blanc, c'est très féminin, un peu à l'image du podcast aujourd'hui. On aimerait beaucoup que des gens qui au départ se voyaient pas forcément devenir auteurs ou autrices nous retrouvent. On aimerait s'entourer aussi davantage de réalisateurs, de gens qui aiment vraiment bidouiller le son, de techniciens du son. On aimerait beaucoup plus ces profils-là. Et vous avez des idées d'ailleurs comment vous pouvez faire ce côté un peu, je sais pas si on dit empowerment ou empouvoirment, mais en tout cas de faire émerger des sujets qui sont peut-être pas dans les médias traditionnels ou des gens, comme tu dis. Vous avez déjà des pistes un peu pour aller chercher justement au-delà. Bon, c'est déjà pas mal ce que vous avez fait, mais visiblement vous allez plus loin en termes de profil de sujets. En fait, on a envie d'ouvrir encore. Comme en fait, ce projet, vous l'aurez compris, c'est quand même politique, quoi. Le fait de se dire, on est un collectif. On décide à plusieurs, horizontal entre les formateurs d'abord et ensuite les élèves qui décident de rejoindre ce collectif, parce que c'est ça la continuité de l'histoire, c'est que les anciens élèves de la première promo, ceux de la deuxième promo, ils ont rejoint pour ceux qui voulaient l'association en tant que membres du conseil d'administration, et ils ont le même pouvoir que nous de décision en fait sur la suite. Donc voilà, il y a ça qui se passe, et après tout cela, on est assez d'accord pour dire on a envie d'ouvrir, de s'implanter déjà beaucoup plus en Seine-Saint-Denis, là où on est depuis 1 an, parce que la deuxième promotion a été hébergée au laboratoire d'Aubervilliers. Donc aussi de s'adresser aux gens du territoire, et ces gens-là, en fait, au départ, ils y pensent pas forcément. La radio, c'est pas quelque chose d'inné pour les gens. On parle d'explosion d'Eldorado du podcast. Tout le monde n'écoute pas encore des podcasts. C'est quand même un monde de gens, de cadres, de CSP+. Donc ça, il faut vraiment l'ouvrir, en fait. Enfin, il faut que ça puisse être accessible à ces gens-là et qu'ils le sachent, qu'ils sachent que ça existe, que nous, on existe. Sarah, tu as réalisé un documentaire radio récemment sur les violences policières qui s'appelle Légitime violence, et on va d'ailleurs en écouter un extrait. La violence, c'est un truc vicieux. Tu prends ton pied, mais c'est bizarre parce que tu détestes ça. T'es censé détester ça. T'as
peur, t'as chaud, tu trembles, tu sues. Et cette putain de Richie. Vous attirez la haine du peuple de jour en jour. Et puis il y a l'effet de groupe. Du jour au lendemain, le peuple peut se réveiller. On se soutient entre nous, on est ensemble. La liberté ne tient qu'à vous. On sait qu'ils vont pas faire de cadeaux en face. En face, ce sont les flics. C'est garant de l'ordre établi. Là, on prend des pavés, on va lancer sur les flics. Attention les doigts. Eux se cachent derrière leurs casques, leurs boucliers, leurs armes. Nous, on lâche rien. Alors, Sarah, toi, donc on vient d'entendre ce documentaire, on mettra le lien, bien sûr, pour l'écouter en longueur. Toi, tu as un parcours plutôt traditionnel à la base dans le monde de la radio, à RFI, à France Inter. Qu'est-ce qui t'a amené, justement, après ce parcours un peu classique, tu t'en as déjà dit un mot, mais dans cette aventure, on va dire, qui sort de la radio classique. Vous parlez encore beaucoup de radio, d'ailleurs, le terme radio dans Transmission, moi, ça m'a surpris parce que c'est sans doute de là que vous venez, etc. Mais pour moi, c'est un média un peu ancien. Pourquoi vous parlez pas de son ou d'audio, finalement ? Et qu'est-ce qui, toi, te motive, au fond, là-dedans, dans tout ce projet ? Alors moi, en radio, en fait, j'ai un parcours qui est classique et en même temps qui se débat un peu au sein des différents espaces qui peuvent rester. Et du coup, ils sont pas nombreux de reportages sur les chaînes publiques parce que j'aime beaucoup le reportage. En fait, j'aime bien donner à voir, donner à entendre des histoires et faire découvrir des territoires notamment. Et donc, j'ai commencé à là-bas si j'y suis quand c'était encore sur France Inter. Je suis restée là-bas 2 ans. Et ensuite, j'ai bossé pour Si loin, si proche, qui est une émission de voyage et de reportage long format aussi sur RFI. Et en fait, ces espaces-là, ils sont de moins en moins présents sur les ondes hertziennes. C'est dommage, on peut le regretter. En tout cas, c'est comme ça. Et du coup, on s'est alors dit, en fait, on va aller créer ces espaces sur les ondes libres que peuvent être les ondes numériques. Tout le monde appelle ça le podcast. Nous, on n'est pas hyper fans de ce terme, aussi bien à Transmission qu'avec les copains de Convergence avec qui on a fondé le label Convergence et donc ce premier documentaire Légitime Violence, parce que podcast, c'est Apple, quoi. C'est un mot qui nous est un peu imposé par C'est vrai, mais du coup, pourquoi vous avez gardé radio et pas utilisé, je sais pas, son ou audio numérique En fait, on emploie un peu tout ça mélangé. Enfin, disons que c'est une sorte d'étiquette aussi que pose un peu chacun comme il veut, quoi. On veut pas imposer de mots aux gens, en fait. On fait du son, on fait de la création sonore, on fait de l'audio. Moi, audio, je trouve que ça fait un peu matérialifie, espace chez Darty, quoi. C'est pour ça que j'aime pas trop ce terme. On fait du documentaire, on fait des petits objets, on fait des pièces, on fait ce qu'on veut, en fait. Enfin, ouais, je pense que aussi là, on est libre dans la façon chacun d'appeler ça comme on l'entend, quoi. Si ça va aux gens de dire podcast, disons podcast et c'est comme ça. Oui, tu fais pas une différence fondamentale entre radio, podcast, si ce n'est ce que ça peut sous-entendre éventuellement. En fait, il faut quand même pas oublier que le podcast, en tout cas le son sur les ondes numériques, ça vient de la radio. Enfin, en fait, on fait du son, quoi. Dans la façon de le fabriquer, c'est la même chose. Enfin, en fait, on a tendance à confondre le moyen de diffusion, qui est ou le podcast ou les ondes hertziennes pour la radio, et le format. Le podcast, dans la bouche des gens, c'est aussi devenu un format. J'en parlais avec des amis la dernière fois, et ils me disent tous, mais oui, mais pour moi, un podcast, c'est un truc à la première personne, qui raconte l'intimité. Je suis là, mais non, en fait, un podcast, c'est un objet sonore en ligne sur les ondes numériques, quoi. En tout cas, le podcast suscite un énorme engouement depuis quelques années en France et un peu plus longtemps aux États-Unis. Comment toi et le collectif vous expliquez ce regain d'intérêt pour le son ou le podcast, peu importe comment on l'appelle ? Mais je pense qu'il y a plusieurs raisons qui sont hyper liées à nos modes de vie, à la fois de mobilité, donc d'usage du téléphone portable qui est devenu notre troisième main, quand même. En tout cas, le prolongement du corps, toujours présent avec nous dans cette mobilité-là. Le fait que la vidéo est omniprésente aussi partout et le son permet, une immersion en ayant le regard
finalement libre et sans être obligé d'avoir la tête sur l'écran. Bon, tout ça, moi, ça me fait pas rêver ce que je suis en train de raconter, mais en tout cas, dans l'usage même du podcast et le fait que ce soit hyper accessible et entendu, écouté, je pense que cet usage, il est fort dans cette explosion dont les gens parlent. Après, une fois de plus, explosion, il y a plusieurs millions d'auditeurs, il y en a de plus en plus, etc., sur les ondes de gens qui découvrent le podcast. C'est pas non plus la révolution des ondes numériques, quoi. Enfin, calmons-nous. Moi, je trouve que c'est toujours un peu les mêmes milieux sociaux, une fois de plus, je le disais tout à l'heure, qui écoutent les podcasts. Après, en fait, il y a une offre de plus en plus importante du podcast en France, avec beaucoup de sujets de niche. C'est aussi un média qui permet de raconter des histoires plutôt que de donner de l'info. En tout cas, c'est comme ça qu'il est utilisé aujourd'hui. Une fois de plus, il ne faut pas confondre moyen de diffusion et format. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le podcast, c'est beaucoup ça. C'est se réapproprier des histoires, cet espace de l'intime, de l'entretien, et finalement cette pause aussi dans le temps, quoi. Quelque chose, un moment assez suspendu. Et moi, j'ai l'impression aussi qu'avec Transmission, vous réhabilitez la qualité sonore qui peut-être a un peu disparu avec justement le monde du podcast où c'est vrai, le côté super, c'est qu'avec un smartphone et pas grand-chose, on peut produire. Mais vous remettez la compétence technique du mixage, du montage, même aussi de l'écriture. C'est ça, vous, ce que vous voulez apporter en plus ? Exactement, ça c'est l'ambition. Après, on n'a rien révolutionné pour le moment, il y a encore des milliards de choses à faire, mais c'est vraiment ce qu'on a envie de repenser, c'est-à-dire que l'introspection c'est bien, mais le son c'est mieux, quoi. Et le multipiste, c'est-à-dire quand on fait un podcast, quand on fait une création sonore, une pièce, on est sur un logiciel de montage et on a une piste pour la voix, une piste pour la musique, une piste pour les ambiances. Et ben tout ça, en fait, on a envie aussi de le multiplier, on a envie de travailler ce son-là, de devenir un peu des orfèvres aussi et en tout cas d'apprendre de transmettre ça. Et je pense que on a aussi besoin de gens qui aiment faire ça, de musiciens, voilà, c'est là aussi où on a envie d'élargir ce collectif et ce temps-là, ce temps long de la création, parce que la formation elle dure 6 mois, à raison d'une demi-journée par semaine à chaque fois, et donc ce temps long de l'accouchement du projet, de comment on met en son une histoire, etc. Et il est nécessaire aussi dans la création, et c'est quelque chose qu'on s'interdit en fait parce que pas rentable aujourd'hui. Oui, alors justement, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'aujourd'hui, pour terminer un peu sur ce sujet, tu as un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait vivre de la création sonore, du podcast ? Est-ce que c'est possible ? Comment dire, en termes de rentabilité et de la création, non, je suis pas la mieux placée pour en parler, je pense. Enfin, ça va, je vis pas à la rue, hein, mais c'est quand même pas le truc le plus rentable qui existe. En fait, aujourd'hui, dans le monde du podcast, il y a du podcast industriel, dit industriel, c'est-à-dire des éditeurs, des agrégateurs privés, des diffuseurs. Je pense à Spotify, je pense à Deezer, je pense à Apple qui veut aussi s'y mettre, mais aussi des studios de podcast comme Binge Audio, comme Nouvelles Écoutes, qui font rentrer des capitaux privés, qui vivent de la pub, etc., qui, eux, commencent à avoir des moyens parce que en fait, s'adaptant à un système en ligne de publicité, de flux, etc. Et voilà, et c'est ça ce qu'on appelle aujourd'hui l'Eldorado du podcast, quoi. Donc il y a des gens qui en vivent bien, mais en fait, il n'y en a pas tant que ça. Il y a Magellan, il y a Cybelle, il y a de nouveaux acteurs qui arrivent. Et en fait, les gens qui veulent créer sur du temps long, comme moi, comme plein d'autres. Je pense au Son Fédéré, qui est un nouveau collectif, peut-être bientôt un syndicat, qui est né au dernier festival Longueur d'onde à Brest, et qui regroupe maintenant 200 auteurs environ, et autrices de radio, de son, de field recording, d'artistes du son et d'artisans du son. Et c'est ça la problématique en fait, et c'est pour ça que ce collectif il se crée, c'est de se dire
Aujourd'hui, on fait la richesse des ondes, du théâtre, parfois du cinéma. Voilà, nous, les artisans du son, on réfléchit à tout ça, à comment on continue à faire notre travail correctement. Mais dans ce monde-là, que vous connaissez, ce monde capitaliste en fait, c'est hyper dur de vivre de cette création-là. Donc tous à côté, on fait d'autres métiers finalement. Moi, je fais beaucoup de formations à côté. D'autres, je sais pas, doivent être serveurs, ouvreurs, ouvreuses au cinéma. Enfin, c'est encore pas un modèle économique qui est paradisiaque. Ça, il faut se le dire, quoi. Et alors aujourd'hui, là, vous êtes vous franchissez une nouvelle étape, Cassette, un lieu donc avec un financement participatif sur Ulule en ce moment. On mettra bien sûr le lien en dessous de l'épisode. Un lieu, ça apporte quoi en plus ? Alors, un lieu, ça permet d'ouvrir ce collectif, mais surtout cet espace de transmission à d'autres que à cette seule promo qui dure 6 mois d'une 20aine d'élèves. Et l'idée, c'est de concevoir ce lieu comme un espace d'échange, de rencontre, d'écoute. On aimerait organiser des soirées pour les lancements de création de podcasts de certaines. On aimerait inviter des gens de l'extérieur pour parler de leurs projets. On a envie d'ouvrir surtout au territoire, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc avec cette idée de faire des ateliers d'éducation aux médias, aussi bien dans les établissements scolaires que dans d'autres structures. Ça peut être aussi aller faire des ateliers avec des personnes âgées dans un EHPAD. Ça peut être rencontrer les acteurs culturels et proposer des résidences à des auteurs aussi de la Seine-Saint-Denis ou de la région parisienne ou à d'autres en France. Justement, vous avez choisi d'implanter la Cassette à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Pourquoi avoir fait ce choix géographique ? Eh ben, historiquement, on y était un peu implanté parce que Ziad Malouf, notamment, y habite et qu'on avait en fait très rapidement ce projet en tête de lieu. Et ce lieu-là, c'est une boutique éphémère qui a été mise à disposition d'un projet culturel par la mairie d'Aubervilliers à un loyer modeste. Ça fait au moins 1 an qu'on sait qu'on va avoir ce lieu-là. Mais ça a mis du temps, il fallait que le bailleur fasse des travaux, etc. et qu'il est en train de faire actuellement. Ça a beaucoup tardé. Et en fait, on avait aussi surtout envie de pas être dans Paris même, parce que déjà c'est très cher, mais surtout politiquement, on se disait que c'était bien d'être ailleurs en fait, et d'être implanté sur un autre territoire qui est celui de la Seine-Saint-Denis, avec peut-être envie de s'ouvrir et d'ouvrir ce collectif nous-mêmes à ces territoires-là. Vous faites une collecte sur Ulule jusqu'à début avril. Est-ce que vous sentez du soutien derrière vous ? Est-ce que les gens se mobilisent pour que ce lieu voie le jour ? Ouais, on reçoit des messages tous les jours qui sont très encourageants et adorables en fait. Enfin, on a vraiment une belle énergie derrière nous. On était une 20aine à Brest, à longueur d'onde, à ce festival-là qui dure le temps de 4 jours. Et là-bas, on a croisé beaucoup de gens du monde de la radio, mais aussi des gens, des curieux, qui nous ont dit « Ah, mais c'est transmission, mais c'est génial, nous aussi, on veut participer ». On reçoit beaucoup, en fait, à la fois d'aide, de soutien financier avec cette campagne, et Dieu soit loué, merci, mais surtout, en fait, et c'est ça qui nous réchauffe pas mal les cœurs, quoi, et nous donne du cœur à l'ouvrage, c'est les soutiens à la fois du monde professionnel, mais aussi des gens d'Aubervilliers qui découvrent ce lieu-là, ou de communes environnantes, et des gens en région qui disent « Ah mais nous aussi on a envie de participer, mais on est hyper loin, comment on fait ?» On organise une soirée dans le cadre de cette campagne de levée de fonds le 21 mars, au théâtre de la Commune à Aubervilliers. Et donc on a annoncé cet événement sur les réseaux sociaux, et là on reçoit des messages « Ah mais moi je suis bien content, je suis basé dans le Lot, mais comment je fais pour suivre la soirée ? Moi aussi j'ai envie de vous soutenir. » Et du coup c'est super quoi, parce ça nous donne envie d'aller faire des petits ailleurs, et puis chacun, je pense que dans ce collectif, on est aujourd'hui une 20aine, donc avec les anciens élèves qui nous ont rejoints, on est tous déjà en train de se dire qu'un peu au fur et à mesure, on va sans doute déménager, aller à la campagne, suivre cet exode urbain qui commence petit à petit. Et ouais, rien n'empêche à ce
à ce qu'on s'exporte un petit peu aussi, quoi. Vous dites sur la page de la collecte pour la cassette, nous croyons à l'utilité publique de la radio. Qu'est-ce que ça signifie pour toi et pour l'équipe, l'utilité publique de la radio ? Est-ce que c'est ça que tu décris justement, l'idée d'avoir un lieu qui est ouvert à tous, d'être très ouvert sur le public ? Ouais, c'est ça. En fait, au-delà de ce qu'on s'est dit, donc d'ouverture, etc., le média, le médium, l'outil radio, sonore en tout cas, en fait, la radio, ça permet aussi de donner la parole à ceux qui l'ont pas, à ceux qu'on n'entend pas, de la diffuser. Tout ça, aujourd'hui, ça se fait dans un petit garage de façon, ou dans un bureau, ou dans une chambre de façon finalement très facile. Et c'est aussi de ça dont on parle quand on parle d'explosion du podcast, c'est d'explosion de l'offre, parce que on a de plus en plus accès avec ces moyens à une diffusion comme les plus grands en fait. Et c'est ça qui est joli dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la radio, l'audio en tout cas se démocratise et nous c'est aussi ça qu'on a envie d'accompagner, c'est ces énergies-là. On n'est pas non plus là pour faire que de l'info, on a aussi envie de créer, on a envie de s'amuser, on a envie d'être un peu fou, quoi. Ce monde, il mérite ça. Et il mérite d'entendre, en tout cas, ces voix-là. Et ouais, c'est ça, l'utilité publique dont on parle, c'est d'accompagner ces nouvelles personnes qui ont envie de prendre la parole, en fait. Ces femmes et ces hommes qui se disent mais moi aussi, sous ma couette, j'ai envie d'enregistrer mon micro et de raconter mon histoire ou celle de mes voisins. Merci beaucoup, Sarah Lefebvre, d'avoir participé à ce nouveau numéro d'Aparté. Aparté, donc le podcast proposé par Jinkyo, la communauté de l'information et samsa.fr, la solution formation des médias et des journalistes engagés dans le numérique. Et nous avons enregistré ce podcast dans le studio de Creatis, qui est la résidence et l'accélérateur d'innovation dédié à la culture et aux médias. On se retrouve la semaine prochaine pour parler à nouveau innovation média. Merci Sarah et salut Jean-Baptiste. Rendez-vous la semaine prochaine. Vous venez d'écouter Aparté, le podcast de l'innovation éditoriale. Qui vous est proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information. Et samsa.fr, la solution formation des médias et journalistes engagés dans le numérique. En partenariat avec Creatis, résidence et accélérateur d'innovation dédié à la culture et aux médias. Un podcast créé par Élise Colette et Jean-Baptiste Diebold. À la technique, Raphaël Belon. Design graphique, Benjamin Leble. Communication, Laurie Lejeune. Générique et habillage sonore, Boris Leble. Vous pouvez retrouver Aparté sur Instagram, en 2 mots, comme en latin, A, plus loin, Parté. Plus loin, podcast. Comme en anglais. Non, comme en latin. Bon, bref. C'est un balado francophone, Aparté podcast. Posez-nous vos questions, suggérez-nous de nouveaux invités, envoyez-nous des étoiles et des commentaires.